Manuel Domergue, Fondation Abbé Pierre. Qu'avez-vous à dire sur le logement? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on balaye des sujets assez vastes en quelques minutes, donc je vais essayer de m'y tenir aussi. À première vue, déjà sur le mode de discussion, on pourrait comme ça un peu sourire en disant nous on se bat, et nous aussi les bailleurs, les constructeurs, etc., pour faire changer quelques millions dans le prochain projet de loi de finances, etc. Et voilà quelqu'un qu'on ne connaît pas qui arrive et qui révolutionne tout comme ça avec trois graphes. On pourrait le dire, on le dit d'ailleurs souvent, et en même temps c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, avec ses gros sabots, vient proposer quelque chose de révolutionnaire, effectivement. Donc c'est bien pour les allocations familiales, pour les minima sociaux, c'est bien comme démarche aussi pour le monde du logement. C'est toujours intéressant. Et puis on est dans une période avec le prélèvement à la source, avec le revenu universel d'activité, avec aussi des nouvelles possibilités informatiques de relier des données entre elles, d'avoir peut-être un système plus simple, plus universel. Et donc c'est une bonne occasion d'en discuter. Euh, Quand même un bémol par rapport à cet intérêt de la discussion sur des choses simples, c'est que on est dans un système, une société qui est par définition de toute façon très compliquée, avec des strates accumulées depuis des décennies, notamment dans la politique du logement, qui sont difficiles à défaire, mais bon, c'est quand même toujours intéressant. Et l'autre bémol, c'est que souvent dans les publications, on voit un peu des raccourcis, je pense, en disant la politique du logement en France est très complexe, coûte très cher et elle est inefficace. Alors qu'elle soit très complexe, ça c'est sûr. Qu'elle coûte très cher, tout est relatif. Elle rapporte aussi beaucoup d'argent. Elle en coûte 40 milliards, elle en rapporte à peu près 65. Qu'elle soit inefficace, ça se discute aussi. Évidemment, du point de vue du mal logement, des 4 millions de personnes mal logées, des près de 200 000 personnes sans domicile, on pourrait dire oui, c'est assez inefficace. En même temps, quand on compare avec d'autres pays, qui certes parfois dépensent moins, on s'aperçoit que les Français en moyenne sont plutôt mieux logés que les autres. Quand on compare avec d'autres époques, parfois aussi les Français d'aujourd'hui sont mieux logés que les Français d'il y a quelques décennies, en moyenne. Ce qui est compliqué, c'est que cette moyenne, qui va vers une amélioration très nette des conditions de logement des Français depuis plusieurs décennies, il faut vraiment la nuancer quand on regarde, quand on sort des moyennes et quand on regarde les inégalités de logement qui se creusent, les inégalités par rapport à l'immobilier. Et je pense que c'est à cette aune-là, et je rajouterai un objectif dans vos 6 objectifs. Je ne sais pas quel serait son numéro. Évidemment, l'objectif numéro 1, c'est le droit au logement pour tous, le fait que tout le monde soit bien logé. Mais il y a aussi un objectif très important, qu'il est de plus en plus, c'est que la fiscalité de l'immobilier, tous les dispositifs autour du logement, concourent à résorber les inégalités. Parce que l'immobilier seul, alors on peut dire qu'il est influencé par des mauvais dispositifs fiscaux, etc. Mais l'immobilier ces dernières années, en France et à l'étranger, donc c'est pas propre à notre système, a eu une tendance très forte à creuser les inégalités, à faire une redistribution des richesses, mais à l'envers. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'immobilier a concouru à redistribuer les ressources des pauvres vers les plus riches, des jeunes vers les plus âgés, des personnes qui sont depuis longtemps sur le territoire au détriment des personnes qui arrivent sur le marché, qu'il s'agisse de jeunes, de précaires, de migrants qui viennent de l'étranger ou de migrants intra-territoriaux. Et donc, cette redistribution à l'envers, elle est très problématique. Et donc, il faudrait étudier, mais je sais que vous l'avez fait aussi, toute nouvelle proposition à l'aune de cette donnée. Est-ce que ça vient quand même résorber un petit peu ou pas les inégalités? Ce n'est pas le seul objectif. Il y a aussi, est-ce que ça envoie des incitations économiques aux acteurs du marché immobilier qui sont vertueuses? Et en l'occurrence, qui incitent plutôt à construire, à mettre en location des logements, notamment dans les zones qui en ont besoin. Donc voilà, c'est assez compliqué. Après, sur les différents points que vous abordez, vous proposez de taxer uniquement la détention. Ça, sur le fond, euh, j'y suis plutôt favorable. Aujourd'hui, on a un système qui favorise plutôt la taxation des mutations, des transactions, pour une raison assez simple, c'est que c'est facile à taxer. Et, une transaction, elle est enregistrée quelque part, il y a une somme d'argent qui s'échange, et on peut prélever X% assez facilement. Alors que la détention, il faut pouvoir mesurer la valeur du bien détenu.
Donc une manière de résoudre ça, c'est de faire passer une partie des droits de mutation vers la taxe de la détention, donc la taxation foncière, ce que vous proposez. C'est sans doute nécessaire, à condition de pouvoir bien taxer la détention. Et donc là, c'est un vaste débat de longue date en France. Nous, on pense, et on est très favorable à une révision des valeurs locatives qui n'ont pas été révisées depuis quasiment 50 ans et qui se heurtent non pas à un problème technique, enfin c'est techniquement assez complexe évidemment, mais plutôt un problème politique parce que ça engendrerait des redistributions entre les différents propriétaires fonciers en France, mais qui là aussi serait assez juste, puisque ceux qui perdent au gel quasiment des valeurs locatives cadastrales depuis 50 ans, ce sont essentiellement les habitants du parc locatif social, qui étaient des logements plutôt récents il y a 50 ans et qui ne le sont plus du tout, qui ont souvent, dans les quartiers politiques de la ville par exemple, ont perdu beaucoup de valeur en réalité, mais qui ne sont pas enregistrés dans la valeur locative cadastrale. Et ceux qui sont les gagnants de cette non-actualisation des valeurs locatives, ce sont souvent les habitants des quartiers qui, depuis 50 ans, ont vu leur valeur progresser, notamment dans les centres-villes, qui sont devenus extrêmement, extrêmement prisés. Donc si on faisait cette réforme, et on sait que techniquement ça peut se faire, il y a eu des expérimentations il y a quelques années sur 5 départements, ça s'est fait, sur les locaux d'activité et les bureaux, ça s'est fait, donc c'est pas très compliqué, mais c'est compliqué politiquement évidemment, parce que quand vous faites, mais c'est propre, là c'est déjà une petite révolution, mais beaucoup moins révolutionnaire que la vôtre, ça crée en gros des gagnants et des perdants, et en gros politiquement ça crée des mécontents, les perdants, et des ingrats qui sont les gagnants, qui vont rarement faire des manifestations pour remercier le gouvernement de son activité. Et donc ça explique qu'on a retardé encore et encore cette petite révolution, mais qui serait sans doute plus facile qu'une grande révolution. Après, quand on regarde dans les grandes masses qui se transmettent, qui s'échangent, qui se taxent, là où il y a un gros problème, c'est que l'immobilier en France est plutôt sous-taxé par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres types de taxation sur d'autres types de capitaux détenus. Pourtant, il y aurait une nécessité parce que l'immobilier a pris une valeur exceptionnelle depuis à peu près 20 ans et reste sous-taxé pour diverses raisons. Elle est sous-taxée notamment sur les plus-values immobilières que vous réalisez quand vous avez acheté à un certain prix que vous revendez 3 fois, 4 fois plus cher. Elles sont très peu taxées parce qu'il y a des abattements, quand c'est votre résidence principale notamment. Donc on regarde, c'est à peu près 2 milliards d'euros la taxation des plus-values immobilières, je crois, en France. Donc c'est quasiment rien par rapport aux plus-values immobilières qui se réalisent chaque jour dans notre pays et qui vont creuser les inégalités, non pas selon des critères de mérite, mais selon des critères essentiellement de chance. En gros, des gens qui ont acheté il y a 20 ans à Paris, en petite couronne parisienne ou dans des villes aujourd'hui qui sont assez prisées, ils font des culbutes x3, x4. Et donc ça change complètement les échelles d'équivalence, puisque les gens, ces personnes-là en l'occurrence, qui ne sont pas des spéculateurs, qui sont juste des gens qui ont acheté leur maison parce qu'ils en avaient besoin à un moment, ont vu leur richesse s'accroître davantage grâce à la hausse des prix de l'immobilier que grâce à leur travail. Donc c'est pas tout à fait normal quand même, au détriment d'autres qui n'ont pas pu acheter au bon moment et qui sont piégés par ces prix de l'immobilier. Donc avoir une redistribution au moment de la plus-value immobilière, là on est sur un critère de justice. Une plus-value immobilière, elle n'est pas liée à votre mérite, elle est liée au fait que vous avez acheté au bon moment, au bon endroit, et que vous revendez au bon moment. Donc là, il y aurait quelque chose à faire. Quelque chose qui est encore moins lié au mérite, c'est tout ce qui est succession et donation. Donc là, on voit que dans les moteurs de l'inégalité en France, les successions qui sont très peu taxées, parce que là aussi, il y a un abattement de 100 000 euros en ligne directe, les successions devraient être davantage taxées. C'est là aussi un grand combat de Thomas Piketty, mais pas mal d'autres aussi, qui à la fois, c'est intéressant parce que ça peut allier à la fois des personnes sur l'échiquier politique qui sont plutôt, on va dire, à gauche pour la redistribution des richesses, pour l'égalité, et puis plus sur le volet libéral, des personnes qui croient davantage en l'égalité des chances, effectivement, que démarrer dans la vie, enfin plutôt dans la vie, à un moment de la vie quand on hérite, avec l'équivalent d'une maison, et une maison bien située, c'est 1 million d'euros assez rapidement aujourd'hui, on voit que par rapport à ceux qui n'héritent de rien, ou de si peu, qui sont l'immense majorité des personnes, ça crée une inégalité extrêmement forte. Donc accroître les droits de succession et la fiscalité sur les donations, et donc essentiellement sur l'immobilier, parce que les 2 tiers du patrimoine des Français, c'est l'immobilier, ce serait un facteur très important de redistribution et aussi pour calmer les prix. Parce qu'un autre effet pervers
des successions immobilières en particulier très peu taxées, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce que les gens à 30 ou 40 ans peuvent acheter en région parisienne, à moins d'être un trader ou un très haut cadre? La plupart du temps, on achète parce qu'on a été aidé par ses parents, sous forme de donation ou de succession. Donc là, on voit qu'il y a un effet boule de neige de ces prix de sur les prix de l'immobilier, des successions qui sont très peu taxées. Donc là aussi, ce serait une mesure de justice fiscale sur les 200 milliards d'euros à peu près de flux successoraux chaque année. Donc une réforme importante se baserait là-dessus et serait assez difficile politiquement à mener, mais finalement on léserait seulement quelques pourcents de la population qui bénéficie de gros héritages, et techniquement c'est assez facile à faire, contrairement à des révolutions comme la vôtre qui mettent en jeu des grandes masses budgétaires et surtout qui auraient des effets de bord assez difficiles à prévoir et feraient beaucoup de perdants, aussi des gagnants, mais c'est toujours compliqué. Donc voilà en quelques mots. Un autre problème aussi quand même, c'est que la taxation du foncier non bâti est encore moins taxée que le foncier bâti. Et là aussi, ça crée des dysfonctionnements qui sont à la fois injustes et inefficaces. En particulier, peut-être vous en parlerez, quelque chose qui fait assez consensus, il faudrait taxer de manière croissante le foncier non bâti qui est constructible pour inciter, une fois que c'est constructible, c'est-à-dire que la collectivité a jugé qu'il fallait construire à cet endroit-là, en tout cas théoriquement c'est ça que ça veut dire, il faudrait taxer de manière croissante dans le temps le foncier non bâti constructible pour inciter à ce qu'il soit vendu ou construit. Aujourd'hui, le système, il est à l'inverse de cela. Plus vous avancez dans le temps dans la détention, et plus vous avez des abattements. Donc en gros, on a dit le système aujourd'hui privilégie la détention sur la transaction. On pourrait même dire qu'il privilégie parfois la rétention. Donc la rétention d'un foncier utile, constructible, parce que vous payerez moins de taxes si vous attendez 20 ou 30 ans que si vous attendez 5 ans, et qu'en plus, vous paierez moins de taxes, et puis il y a de fortes chances que le prix de ce foncier non bâti augmente. Donc là aussi, il faudrait inverser ça. C'est pas très compliqué politiquement, juridiquement, techniquement, mais politiquement c'est toujours compliqué, mais c'est beaucoup moins compliqué que des révolutions comme la vôtre. C'est pour ça que quand on s'était rencontrés, j'étais pas du tout moi hostile à cette idée théorique. Il y a des choses qu'on pourrait discuter, mais honnêtement j'y crois très peu parce que ça c'est une révolution tellement importante que j'y crois peu, mais c'est bien d'en débattre. Et pour atteindre à peu près les mêmes objectifs, moins l'immense simplification, à peu près les mêmes objectifs, je pense qu'on pourrait utiliser des outils qui existent déjà en les modulant différemment et qui font entrer aussi, c'est pas juste un débat technique, qui font entrer des problématiques politiques, idéologiques très importantes, mais qui aujourd'hui peinent à être réalisées parce qu'il faudrait une volonté politique importante. Sur l'autre volet, et après je ne vais pas être trop long quand même, sur l'autre volet de permettre un service logement universel. Alors là, je pense que c'est un peu rapide quand même. Nous, à la Fondation Abbé Pierre, on n'est pas vraiment favorable à une idée qui est proche de la vôtre, qui circule beaucoup, qui s'appliquerait uniquement au parc social, de dire il faut que les habitants du parc social payent un loyer qui soit proportionnel à leurs revenus. Si vous gagnez 1 000 euros par mois, votre loyer doit être par exemple de 250 euros, ce que vous proposez. 25% d'effort pour tout le monde. Sur le papier, ça peut être séduisant et à certains égards, c'est intéressant. Ça pose quand même un petit problème, c'est que ça fragiliserait énormément les bailleurs, en l'occurrence les bailleurs sociaux. Parce que un bailleur social, lui, il a un loyer d'équilibre qui est déterminé au début, quand il construit son logement, et il emprunte, donc il faut qu'il rembourse ses emprunts à la Caisse des dépôts notamment, et que pendant 50 ou 100 ans, il sache quel sera à peu près le niveau de loyer qu'il va toucher. Si on lui dit vous ne toucherez pas un niveau de loyer fixe, mais un niveau de loyer proportionnel au revenu de vos locataires, ça veut dire que plus vous avez des locataires pauvres, ce qui est la tendance historiquement depuis 30 ou 40 ans des bailleurs sociaux, et moins vous toucherez de loyer. Donc pour un bailleur social, c'est extrêmement précarisant, d'autant plus que les revenus peuvent varier. Donc pour un même bailleur social, s'il est dans une zone par exemple en déprise économique, où beaucoup d'habitants de son parc social sont licenciés ou perdront de l'argent, c'est-à-dire que lui-même sera impacté. Alors on peut toujours imaginer des subventions d'équilibre, etc. Mais enfin, tout cela est quand même toujours moins fiable qu'un bon vieux loyer d'équilibre. Sachant que le taux d'effort des locataires du parc social aujourd'hui, le taux d'effort réel, net des aides, il varie quand même, en partie notamment grâce aux APL, parce que quand vous avez à peu près 30 ou 40% des locataires du parc social qui touchent les APL, ce qui fait
l'adaptation de leur taux d'effort net des aides, c'est l'évolution des APL. Ce n'est pas leur loyer qui varie, ce sont les APL, et qui vont varier de manière encore plus agile dans le temps, avec la contemporanéité, quoi qu'on en pense, des APL qui sont calculés quasiment en temps réel par rapport à vos revenus. Donc aujourd'hui, c'est ça qui joue ce rôle-là. Donc ça ne fait pas reposer sur les bailleurs sociaux cette précarité, mais sur le budget de l'État, donc qui peut amortir ça de manière beaucoup plus fiable et stable dans le temps. Et puis à l'inverse, pour ceux qui sont dans le haut du panier des locataires du parc social, ce qui peut faire varier leur taux d'effort net, ce sont les surloyers qui aujourd'hui ne sont pas appliqués à beaucoup de locataires, mais qui pourraient l'être davantage et qui font vous contribuer davantage si vos revenus dépassent un certain seuil dans le parc social. Après, donc ça, c'est sur l'idée d'avoir un taux d'effort unique pour tout le monde dans le parc social. Je pense qu'on peut faire mieux sans précariser les bailleurs sociaux. Et après, votre idée que quelqu'un qui demanderait un logement social, enfin un logement en tout cas, pas forcément social, mais bon, aujourd'hui, l'essentiel, l'écrasante majorité du parc à disposition des ménages en difficulté du parc qu'on peut leur attribuer, c'est le parc social. L'idée qu'en 3 mois, ils pourraient se voir attribuer un logement s'ils en ont besoin, c'est l'idée du droit au logement opposable. Il y a un mécanisme juridique depuis 2008 en France qui permet ça. Vous répondez à 6 critères de mal logement, vous passez devant une commission départementale, elle vous juge éligible ou pas à ce droit au logement opposable, et au bout d'un certain nombre de mois, l'État est obligé juridiquement de vous reloger. Donc c'est pas qu'on n'y a pas pensé, donc ça existe, c'est juste que l'État et tous les partenaires du logement, les différents réservataires, le parc social, etc., ont beaucoup de mal à accomplir cette promesse, cette obligation juridique. Et donc, je ne sais pas si c'est en changeant le nom ou la forme, etc., qu'on y arrivera davantage. Aujourd'hui, il y a quasiment toutes les obligations juridiques qui pèsent sur l'État pour faire respecter le droit au logement des personnes. Pour autant, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que le mécanisme juridique est mauvais, c'est parce que le parc social n'est pas forcément adapté, parce que les différents réservataires du parc social ne sont pas suffisamment contraints par l'État, qui lui est garant du droit au logement opposable. Et donc, c'est plutôt, je pense, en améliorant, là encore, le droit au logement opposable, en obligeant davantage les bailleurs sociaux et les réservataires Action Logement, les communes, l'État lui-même, à accomplir la promesse pour notamment les quasiment 50 000 ménages en attente d'un droit, du respect du droit au logement, alors qu'ils sont éligibles au DALO parfois depuis 10 ans. C'est en partant de ça, sans forcément faire une révolution beaucoup plus globale, qu'on pourrait réussir, à mon avis, à obtenir les objectifs que vous visez. Voilà, je m'arrête là. Merci Emmanuel. Je voudrais juste faire un petit complément de l'intervention que je suis allé très rapidement, juste pour être certain de la compréhension de la chose. Dans le schéma un peu illisible qui est ici, il y a clairement une décorrélation entre le prix que paye la famille, les fameux 25%, et le prix que le SUL, le service universel du logement, va payer au propriétaire. Ce n'est pas le même prix. Donc c'est effectivement le SUL qui quelque part, finance par ce moyen-là, c'est lui qui prend la paume. Ou la plus-value, s'il y a une plus-value. Donc il y a une décorrélation entre le prix payé par la famille et ce que reçoit l'organisme HLM éventuellement. Donc c'est à peu près ce que fait aujourd'hui l'État, en moins systématique, via les APL, avec là, quand même je pense que le critère du taux d'effort de 25% pour tout le monde, comme ça il peut sembler raisonnable, ça ferait aussi beaucoup de perdants parmi les très pauvres qui aujourd'hui, aux minima sociaux avec les APL, ont moins de 25% de taux d'effort, non pas parce qu'ils sont privilégiés, etc., mais parce que 25% de taux d'effort serait déjà un niveau de loyer à payer pour eux qui serait très important vu leurs très faibles ressources. Voilà, donc, évidemment, clairement, il y a les calages à faire. Juste pour signaler que le Québec, depuis de nombreuses années, au Québec, les locataires du parc social payent 25% de leurs ressources pour accéder au parc social. Je laisse parole à Alain Tranois,